18h30 sur Al-Oula, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Voici le sommaire. Hier, Son Altesse Royale, le prince Moulay Rachid a représenté Sa Majesté le roi Mohamed VI à la cérémonie de réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Son Altesse Royale a également pris part au palais de l'Élysée, au dîner offert par le président français en l'honneur des personnalités conviées. Nos envoyés spéciaux à Paris relaient pour nous le déroulé de cet événement planétaire. Après 10 jours de tapis rouge, de débats et de projections, le Festival international du film de Marrakech baisse son rideau. L'étoile d'or de cette 21e édition est revenue au long métrage palestinien Happy Holidays. Le palmarès est les temps forts d'une édition qui a tenu toutes ses promesses. Dans un instant. Puis cap sur Tanger, la cité du Détroit nourrit l'inspiration des grands peintres. Plein feu sur une exposition inédite d'art pictural. Des toiles aussi raffinées les unes que les autres investissent les cimaises du musée Villa Harris. À admirer en fin de journal. Bonsoir. D'abord, ce communiqué qui vient de nous parvenir au cours d'une activité sportive habituelle effectuée ce dimanche 8 décembre 2024. Sa Majesté le roi Mohamed VI a eu une chute occasionnant traumatisme de l'épaule gauche avec fracture de l'humérus. Cette fracture a nécessité une intervention chirurgicale qui s'est déroulée avec succès ce jour à la clinique du Palais Royal à Rabat. À l'issue de cette intervention, l'épaule gauche sera immobilisée pendant une durée de 45 jours, suivie d'une période de rééducation fonctionnelle. Puisse Dieu préserver Sa Majesté le roi, lui accorder prompt rétablissement et le combler des bienfaits de la santé. C'est un communiqué de l'équipe médicale composée de professeur Bliamani Hassan, médecin personnel de Sa Majesté le roi, professeur Zin Ali, professeur Bouabid Salim, professeur Benchkroun Mohamed, des professeurs traumatologues à l'hôpital d'instruction militaire Mohamed V de Rabat. À présent, le rappel de l'activité royale de la semaine qui s'achève mercredi. Sa Majesté le roi Mohamed VI a présidé au Palais Royal à Rabat un conseil des ministres au cours duquel il a été procédé à la présentation de l'état d'avancement des préparatifs du royaume pour l'organisation de la Coupe du Monde 2030. Le Conseil fait appel à la mobilisation de toutes les parties prenantes en vue d'accélérer la mise en œuvre des chantiers stratégiques liés à l'organisation de cet événement sportif international. Au cours de ce Conseil des ministres, Sa Majesté le roi a bien voulu nommer Zoher Chorfi, président de l'Autorité nationale de régulation de l'électricité. À cet égard, le souverain a donné ses hautes orientations en vue de se pencher sur une refonte de cette instance en vue de sa transformation en une autorité nationale de régulation du secteur de l'énergie à travers la révision de la loi y afférente, l'élargissement de ses attributions pour englober outre l'électricité, toutes les composantes du secteur de l'énergie, à savoir le gaz naturel, les énergies nouvelles telles que l'hydrogène et ses dérivés, ainsi que les domaines de production, de stockage, de transport et de distribution. Afin d'être en phase avec le niveau de maturité que le secteur de l'énergie a atteint dans notre pays et en conformité avec les meilleures pratiques internationales dans ce domaine. Les yeux du monde étaient rivés hier soir sur Paris. La capitale française accueillait sous ses auspices un événement à la portée planétaire. La cérémonie de réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris a eu lieu avec la participation d'un parterre de dirigeants, de chefs d'État et de gouvernements et d'organisations internationales. Son Altesse Royale, le prince Moulay Rachid, a représenté Sa Majesté le roi Mohamed VI à la cérémonie de réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris avant de prendre part au Palais de l'Élysée au dîner offert par le président français M. Emmanuel Macron et Mme Brigitte Macron en l'honneur des personnalités conviées à la cérémonie. C'est un sujet de nos envoyés spéciaux à Paris, Nawal Gourari et Abdelrahim Filoul, avec un récit de Boukr Ben Gabrit. Restaurée et reconstruite en partie après le terrible incendie du 15 avril 2019 qui a failli réduire à néant ce patrimoine de l'humanité,
ce joyau de l'architecture gothique retrouve toute sa splendeur aujourd'hui. Une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement étaient présents. Son Altesse royale, le prince Moulay Rachid, a représenté Sa Majesté le roi Mohammed VI à la cérémonie de réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris. À son arrivée sur le parvis de la cathédrale, Son Altesse royale a été accueillie par le président de la République française, Emmanuel Macron, et Madame Brigitte Macron. Notre-Dame, Mère très aimante, ouvre tes portes pour nous aider à chercher l'amour et la vérité, la justice et la paix. Après le cérémonial d'ouverture des portes de la cathédrale par l'archevêque de Paris, Monseigneur Laurent Ulrich, l'émotion était au rendez-vous. L'occasion de découvrir le formidable travail effectué par pas moins de 2000 artisans, restaurateurs, échafaudeurs et couvreurs, campanistes, doreurs, sculpteurs ou encore architectes pour faire renaître de ses cendres cet édifice d'une valeur universelle exceptionnelle. Le président français Emmanuel Macron a prononcé une allocution dans laquelle il a exprimé la gratitude de la nation française à tous ceux qui ont sauvé, aidé, rebâti Notre-Dame de Paris et à tous ceux qui sont présents à cette cérémonie. Ce soir, les cloches de Notre-Dame sonnent à nouveau et l'orgue dans un instant s'éveillera. Musique d'espérance, familière aux Parisiens, à la France et au monde. Les cloches de Notre-Dame sonnent à nouveau, qui ont scandé les heures du jour et celles de l'histoire. Par la suite, l'archevêque de Paris a dirigé le rite liturgique de la réouverture de la cathédrale Notre-Dame. Sur très haute instruction de Sa Majesté le roi Mohammed VI, Amir el-Mouminin, le Royaume du Maroc a participé par une contribution financière à la reconstruction de la cathédrale, monument emblématique de la France, inscrit depuis 1991 au patrimoine mondial de l'UNESCO. La participation marocaine de haut niveau à cette cérémonie reflète la qualité des relations maroco-françaises qui abordent un nouveau chapitre depuis la reconnaissance par la France de la marocanité du Sahara et les pas positifs qui s'en sont suivis. Ceci reflète également la reconnaissance par la France du soft power marocain dont jouit le royaume, notamment sur le plan religieux, à travers l'institution de la commanderie des croyants. La présence du Maroc à cette cérémonie religieuse est une reconnaissance du rôle que joue le royaume à tous les niveaux, économiques, civilisationnels, religieux et politiques. La reconstruction des parties abîmées par le feu de l'église a nécessité un effort colossal de tous les métiers. À la contrainte d'un calendrier serré s'ajoutait une autre et non des moindres, reconstruire à l'identique ce chef-d'œuvre de l'architecture gothique avec des techniques de sécurité et de protection à même d'éviter d'autres incidents tragiques à l'avenir. C'est un moment historique parce qu'on a
On a cru que ce bâtiment, qui est un témoin du Moyen-Âge en fait, on pouvait approcher la charpente qui date du XIIIe siècle, c'est un témoin incroyable des bâtisseurs de cathédrales du Moyen-Âge. Et on a cru en 2019 que tout ce chef-d'œuvre allait tomber. Et en fait, non seulement elle n'a pas brûlé en entier, tant mieux, mais il y a eu un chantier de 5 ans qui a permis de la reconstruire à l'identique, tout au moins telle qu'on la voyait en 2019. Et ça, c'est extraordinaire. Très contente parce que du coup on vient de Bordeaux que pour aujourd'hui, donc en vrai on est très content de pouvoir la revoir ouverte. On l'avait vue il y a quelques années et c'est magnifique. C'est le premier endroit qu'on voulait faire en revenant ici et franchement on est super contente, c'est trop beau, enfin c'est vraiment un lieu incroyable. Son Altesse Royale, le Prince Moulay Rachid, qui a représenté Sa Majesté le Roi à cette grande cérémonie, a pris part au palais de l'Élysée au dîner offert par le président français Emmanuel Macron et Madame Brigitte Macron en l'honneur des chefs d'État, de gouvernement et d'organisations internationales conviés à la cérémonie de réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Place à présent à notre décryptage de l'actualité de la semaine avec notre consultant, le professeur de droit et politologue Moustapha Sahimi. Bonsoir. Bonsoir. Alors une semaine marquée par le Conseil des ministres présidé par Sa Majesté le Roi, dans lequel il a été procédé à la présentation des chantiers structurants relatifs à l'organisation de la Coupe du Monde 2030, mais également par les hautes orientations royales en vue d'une refonte du secteur de l'énergie. De quoi s'agit-il concrètement ? D'abord, c'est l'évaluation de l'Agence nationale de régulation de l'électricité qui avait été créée il y a quelques années. Elle avait été créée exactement le 21 avril 2021. Et donc, c'est le moment aujourd'hui, plus de 3 ans et demi après, de faire le point sur cette agence. Pourquoi ? Parce qu'il faut la remuscler et la réarticuler pour un certain nombre de raisons. D'abord, évidemment, le bon fonctionnement de l'électricité, le fonctionnement libre, la régulation de l'accès à des autoproducteurs, évidemment, la fixation des tarifs, ça, c'est ce qui avait été défini par la loi donc de 2021. Maintenant, il y a une phase de maturité. Cette phase de maturité implique une réflexion nouvelle sur la place et le rôle de cette agence, qui est une agence stratégique. Elle est comparable, si je puis dire, avec l'ANRT, l'Agence nationale de régulation des télécoms. Donc elle a un rôle extrêmement important de régulation. Elle va être compétente pour ce qui est de l'ensemble des filières, donc électricité, gaz naturel, hydrogène, c'est important, puisque le champ des énergies s'est élargi, vous le savez, au Maroc, notamment avec l'hydrogène. C'est aussi un nouveau cap stratégique, bien sûr. Et puis, ça va être un gendarme musclé, donc, de ce secteur-là. Alors, ça implique quoi? Ça implique un nouveau cadre réglementaire, c'est-à-dire forcément la refonte de la loi de 2021, sans oublier que le Maroc, maintenant, a une vocation énergétique importante. Vous savez, c'est le seul pays qui est connecté aujourd'hui avec l'Europe pour ce qui est d'électricité. Et ça va se développer dans les années à venir, puisque le Maroc entend être un hub énergétique et il y a de grands projets qui s'inscrivent précisément dans ce programme-là. À noter pour finir qu'il y a un nouveau responsable qui a été nommé, en l'occurrence de Zoher Serfi, dont la compétence et l'expérience sont reconnues du fait de son parcours, et nul doute que cette agence va jouer un bon rôle dans la politique énergétique du Royaume. Autre événement, professeur, marquant de la semaine qui s'achève, la tenue à Rabat du Symposium international sur la justice transitionnelle en commémoration du 20e anniversaire de la création de l'instance équité et réconciliation. Un colloque rehaussé par un message royal adressé aux participants. Le souverain y souligne notamment une expérience singulière et pionnière du Maroc qui a ouvert la voie à une transition démocratique vers le parachèvement de l'état de droit. C'est dire à quel point le modèle de justice transitionnelle adopté par notre pays s'est consolidé au fil des années et des expériences.
C'est effectivement le cas. À noter que ce symposium est un symposium international. Après tout, on aurait pu commémorer les 20 ans de l'IER dans un cadre national limité. C'est pas le cas, c'est ouvert avec des participants étrangers, vous le savez, notamment le responsable des droits de l'homme au sein de l'Union africaine qui était là, qui a fait d'ailleurs un excellent discours. Alors c'est une étape importante parce qu'elle participe d'une vision, d'un modèle démocratique. Le départ, c'est le nouveau concept d'autorité du souverain qui avait été développé le 9 octobre 2000, 9 octobre de 99 plus exactement, 3 mois après l'intronisation du souverain à Casablanca, où le souverain a mis en avant le concept d'autorité, nouveau concept d'autorité qui veut dire quoi? Responsabilisation, reddition des comptes. Ça participe précisément de cette équation que l'instance équité et réconciliation, c'est des acquis qui ont été accumulés depuis 20 ans évidemment, c'est aussi une lecture décomplexifiée que nous faisons de notre histoire. Il fallait tourner la page. Mais avant de tourner la page, il fallait lire la page. Et c'est ce travail qui a été fait. Et puis, il y a aussi, ça s'inscrivait dans un projet souverain, du souverain, de transition démocratique, de consolidation. C'est comme ça qu'on a eu donc un certain nombre de mesures prises. C'est une instance qui a étudié les cas des victimes. Qui a étudié les conditions dans lesquelles ces victimes avaient subi un certain nombre d'atteintes aux droits humains. Il y a eu 6000 victimes qui ont été entendues. Il y a un budget important de 2 milliards de dirhams d'indemnisation qui a été débloqué. Et puis aussi, c'est une expérience pionnière reprise en Afrique, dans un certain nombre de pays africains. Et puis aussi, autre élément, c'est une justice qui est aussi spatiale, parce que par-delà les individus, il y avait des territoires qui faisaient l'objet d'un préjudice collectif pour diverses raisons historiques et autres, etc. Donc voilà un grand acquis, et c'est évidemment au fronton de notre modèle démocratique cette justice transitionnelle. Nous enchaînons, professeur, avec les grandes lignes du projet de loi de finances 2025, en texte adopté à la majorité par la Chambre des conseillers, puis dans le cadre d'une deuxième lecture par la Chambre des représentants. Que retient-on de ce texte ? Je ne peux pas ne pas relever le fait que si ce texte a été adopté à la majorité, 171 voix contre 56, c'est une majorité relative. Je vous indique qu'il y a 158 parlementaires qui étaient absents au sein de la Chambre des représentants pour ce vote-là. Alors que c'est un texte important. Problème de l'absentéisme, je n'y reviens pas. C'est un texte qui se propose un certain nombre d'indications, de priorités. La justice sociale, évidemment, un certain nombre de mesures que nous avons déjà évoquées ici. La politique de diversification économique et la mobilisation pour créer de l'emploi. Et donc sur ce plan-là, il y a quand même 14 milliards de dirhams affectés pour la promotion de l'emploi, c'est important. Il y a également, pour ce qui est des collectivités locales, 10 milliards de dirhams avec une augmentation de la part de la TVA qui leur est allouée, ça passe de 30 à 32%. Il y a des prévisions, les prévisions du gouvernement sont considérées comme optimistes, 4,6% pour 2025. C'est un taux jugé optimiste par un certain nombre d'organismes nationaux et internationaux. Je vous donne un exemple. Le FMI, la Banque mondiale retiennent plutôt 3,7%. Le HCP, le CMC et d'autres, et la BAD retiennent à peu près 3,8%, la BAD 4,4%, et puis pour finir, des incertitudes liées à un certain nombre de variables économiques, géopolitiques non maîtrisables. C'est quoi ? En interne, la production agricole, le gouvernemental, c'est 70 millions de quintons de céréales, c'est à voir, compte tenu de la sécheresse qui paraît se prolonger. Une production, donc c'est important, une valeur ajoutée de la production agricole de 11% sur la base de ces 70 millions de quintons céréales. Il y a également le cours du baril de pétrole à $80, on va voir, tout ça pas maîtrisable. Un taux de chômage, évidemment, qui pèse de 13,6%, qui s'est aggravé d'1 point par rapport à l'année dernière. Et puis la bonne tenue quand même des industries manufacturières extractives et du tourisme,
Enfin, les investissements publics importants, 340 milliards de dollars, donc un budget difficile, soumis à un certain nombre de contraintes, mais le gouvernement veut faire montre de volontarisme pour atteindre les résultats et les objectifs qu'il s'est fixés. Je remercie Moustapha Sahimi, professeur de droit et politologue, pour ces éclairages. Merci à vous. L'actualité internationale dominée par l'offensive rebelle en Syrie qui a conduit à la chute du président Bachar al-Assad. Ce dernier s'est envolé depuis l'aéroport international de Damas. À la télévision publique syrienne, les rebelles ont annoncé la chute de celui qui a été au pouvoir durant près d'un quart de siècle. Les rebelles ont également annoncé la libération de tous les prisonniers. En seulement quelques jours, les forces gouvernementales se sont effondrées devant les rebelles qui ont conquis de vastes territoires et les grandes villes d'Alep et de Hama. Et puis, sachez que les rebelles ont annoncé un couvre-feu à Damas dès cet après-midi jusqu'à demain à l'aube. Présidentielle au Ghana, le candidat de l'opposition John Mahama élu nouveau président. À la tête de ce pays d'Afrique de l'Ouest de 2013 à 2017, John Mahama, 66 ans, a promis de relancer l'économie et de mettre en place des réformes anti-corruption. Premier producteur d'or du continent et grand exportateur de cacao, le pays est considéré comme un investisseur privilégié sur le continent et comme un modèle de stabilité. Retour chez nous, vous l'avez suivi cet après-midi en direct sur notre antenne, la finale de la 10e édition de la Coupe du Trône de saut d'obstacles, disputée au Royal Complexe de Sports équestres et Bourida Dar Salam. Une finale remportée par le club Wadikum. L'équipe est composée de Soukaina Oudar, Alia Ben Brahim, Florent Djanin et Farid Amanzar. Et c'est le président de la Fédération royale marocaine des sports équestres, Moulay Abdallah Al-Alawi, qui a remis les prix aux vainqueurs. Cette édition a connu la participation des meilleurs cavaliers marocains qui ont disputé les quarts de finale au Royal Complexe des sports équestres Sidi Othman Ben Msik à Casablanca du 22-24 novembre dernier et les demi-finales à l'étrier de Casablanca du 29 novembre au 1er décembre. La 21e édition du Festival international du film de Marrakech s'est achevée hier soir avec l'attribution de la prestigieuse étoile d'or qui revient cette année à Happy Holidays du réalisateur palestinien Skandar Kopti. Cette édition vient à nouveau consacrer les grands auteurs cinématographiques de demain. Retour sur une cérémonie de clôture tout en émotion. Dominique Orlando, Mohamed Jabri et Abdel Fattah Zouine. Ladies and gentlemen, The Cottage. Ce que l'on retiendra en tout premier lieu de cette très émouvante cérémonie de clôture, c'est le cri du cœur très sincère et tout aussi spontané de la jeune réalisatrice argentine Silvina Schneisser, accompagnée de sa productrice qui semblaient toutes les deux ébahies juste à l'idée d'obtenir ce prestigieux prix du jury ici à Marrakech. ¡Shukran! Yo creo que lo voy a recordar como si fuese un sueño. J'ai l'impression de vivre un rêve. Il va falloir que je vérifie tout ça sur les photos pour voir si c'est vraiment la réalité. Je suis très ému pour ma toute première fois ici à Marrakech. Porque la verdad que nunca había venido, es mi primera vez. The village next to the paradise. L'autre moment marquant de ce palmarès, nous le devons à l'élégantissime réalisateur somalien M. Mo Araoué, également prix du jury, qui prit la peine de venir saluer un à un chacun et chacune des membres de ce jury 2024, présidé par l'excellent Lucas Guadagnino. I mean, I didn't think about it. It's just that I would
C'est vraiment venu naturellement, ça me paraît normal de saluer tout le monde de la sorte. Il n'empêche, vous êtes le seul à l'avoir fait. Deux autres films en particulier ont retenu toute l'attention du jury cette année à Marrakech. Il y a d'un côté Sous le volcan du Polonais Damian Kosur, dont la proximité géographique de son pays avec l'Ukraine ne pouvait laisser indifférent au conflit que l'on sait et qui ne cesse de perdurer. Vous restez néanmoins optimiste? Vous voulez dire à propos de la guerre? Je suis plutôt réaliste. Je ne sais pas ce qui va suivre. Le prix de la meilleure actrice est attribué à Mana Sheba et Wafa Aoun. Et puis il y a eu le sacre du film palestinien Happy Holidays qui commence à sa récolte par un double prix d'interprétation féminine très largement mérité. Je suis un peu triste que Wafa Aoun ne soit pas avec moi ce soir pour partager ce beau moment, toutes les deux ensemble. L'Étoile d'Or était décernée à l'unanimité au film Happy Holidays de Skandar Kopti. C'est donc le Palestinien Skandar Kopti qui remporte cette année la prestigieuse Étoile d'Or de Marrakech, dont la vocation est de faire briller le film vainqueur au-delà de toutes les frontières et de toutes les latitudes. Skandar Kopti is the director of the film Happy Holidays. To receive the prize, his wife and script consultant Mona Kopti. She will be with us, with producers, juries, Kopti. Et on finit par cette virée à Tanger, la cité du Détroit et sa mythique Villa Harris, dont le musée prête ses locaux à une exposition inédite. Tanger, la passion de la couleur, une belle collection d'une trentaine d'œuvres portant la griffe d'artistes connus et reconnus. Notre équipe a assisté au vernissage. C'est un reportage signé Saïd Najah avec Zakaria Mokinbillah. À travers une trentaine d'œuvres d'artistes étrangers qui ont vécu à Tanger, l'exposition dévoile la diversité des regards portés sur la ville à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Représentant portraits, paysages et populations de la ville du Détroit, ces œuvres dessinent l'évolution de Tanger, capturée dans toute sa splendeur et son attrait intemporel. Cette exposition est un hommage à la ville, longtemps considérée comme destination privilégiée et source d'inspiration pour des artistes internationaux tels que Delacroix et Matisse. Cette exposition offre ainsi un aperçu de Tanger à travers le témoignage historique de plusieurs artistes européens ayant visité la ville entre la fin du 19e et le début du 20e siècle à la recherche d'inspiration. Comprenant des tableaux de Georges Perlet, Derrick Williams et Henrik Simone Lombardo, entre autres, l'exposition invite le public à découvrir Tanger telle qu'elle était perçue à l'époque, à travers ses lieux emblématiques, ses quartiers et ses traditions locales. Les œuvres prêtées pour cette exposition font partie de ma collection personnelle et celle de ma galerie, et retracent l'histoire de Tanger, lieu de partage et de fusion entre les cultures. Plus qu'un simple musée, la Villa Harris est un édifice historique qui fut le théâtre au cours du XXe siècle de rencontres internationales, de loisirs et de villégiature. Construite à la fin du XIXe siècle par le journaliste britannique Walter Burton Harris, la villa est le témoin d'un riche passé culturel légué aux générations futures. Une collection permanente à admirer jusqu'à mai de l'année prochaine. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour d'information à 20h30. Excellente suite des programmes à tous sur Moula.